Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de cette émission. Un homme, un concept. Ce soir, on va essayer de faire une trêve avec le dialogue, les assises qui se tiennent depuis le 1er septembre 2016 à la Cité de l'Union africaine, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais pour parler un peu de l'homme, du développement intégral de l'homme, pour parler des ambitions, le leadership, tout cela dans le cadre de votre émission Un homme, un concept, parce que nous tenons à vous, nous voulons ainsi que l'homme congolais puisse s'épanouir, se développer, et comme ça, nous vous présentons quelques sujets relatifs donc à ce qui peut permettre à cet homme, à ces Congolais, de pouvoir s'épanouir dans la société, dans la famille et à travers le monde. Et ce soir, pour parler de tout cela, de développement intégral, de leadership de cet homme congolais surtout, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Déograce Ntsaman. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, coordonnateur, président, directeur de l'Académie des experts du centre de formation professionnelle. Exactement. Parlez-nous un peu de votre centre de formation professionnelle. De quoi s'agit-il? Bon, l'Académie des experts est un, comme je l'ai dit, centre de formation professionnelle. C'est quelque chose qu'on a commencé aux États-Unis quand j'étais en Californie. Et maintenant, c'est déjà installé en Suisse. Et on est en train de l'installer ici en RDC. L'idée, c'est d'emmener les meilleures formations, les formations les plus élevées et de les vulgariser. Parce que, comme beaucoup de personnes qui le savent, il y a des formations, entre guillemets, fermées pour le CEO de tel, le CEO de telle autre entreprise pour qu'il soit plus performant, plus actif et qu'il soit capable de ramener des résultats concrets et palpables. J'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs dans le domaine, d'être coaché par eux et d'apprendre comment ils donnent ces formations-là, c'est quoi leur structure et de voir comment est-ce que on peut vulgariser toutes ces formations. Et c'est exactement ce que l'Académie des experts fait. Alors, vous venez de mettre en place un nouveau concept que vous appelez défi de 99 jours. Nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission, mais revenons quand même au niveau de ces différents concepts qui aujourd'hui est pratiquement utilisés un peu partout. On parle du leadership, du coaching, du développement. Qu'est-ce que vous entendez? On commence par le leadership, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on l'utilise abusivement ici en République démocratique du Congo? Leader d'une formation politique, leader d'un orchestre par-ci, leader... Quel est votre entendement de ce concept leader? Avant d'entrer dans le leadership, avant d'entrer dans le concept de leader, il faudrait déjà savoir qu'on a tous ce qu'on appelle un potentiel, une capacité de faire les choses. Et ce potentiel peut être utilisé ou être latent. Il peut être utilisé, disons, pour un exemple, à 50%, à 100% ou à un peu moins. Et quand on a les formations nécessaires, on peut apprendre à être plus efficace, par exemple, par rapport à son travail, plus efficace par rapport à son œuvre, si c'est une entreprise et autres. C'est sur ça, en fait, qu'on tourne, sur le potentiel de la personne et de ce que la personne est réellement capable de faire. Parce que très souvent, même dans les entreprises, vous allez voir qu'il y a des personnes, mais le seul problème, c'est que quand ils arrivent au travail, ils passent leur temps à juste glander, comme on dit, à passer leur temps à regarder YouTube et à être pas aussi productif qu'ils pouvaient l'être. Un travailleur inactif, carrément. Inactif ou passif, si vous voulez. Et ça, on le voit très souvent. Et le but de nos formations, c'est de pousser ces personnes-là d'une manière pas agressive, mais leur rappeler qu'ils sont capables de faire des choses, ils peuvent bouger les choses. Parce que ça se limite pas seulement dans l'entreprise, même dans la société, on remarque au fait que très souvent, on rejette la responsabilité aux autres au lieu de assumer et de commencer à utiliser cette capacité, cette force qu'on a tous pour améliorer les choses ou faire avancer les choses. Pour parler de leadership, le leadership, au fait, c'est simple. C'est simplement prendre le devant. C'est un peu comme dans un orchestre, celui qui se met tout le temps devant, c'est lui le leader, quoi. Pour terminer, c'est prendre le devant et servir les autres. Quand on est capable de servir les autres, on est réellement un leader. On prend le devant. Évidemment, le leader, c'est aussi la personne qui prend très souvent le plus de risques, des risques généralement calculés. Mais un leader, un vrai leader,
doit avoir comme priorité le besoin les autres doivent être sa priorité. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est pratiquement biologique. C'est pratiquement dans la biologie. Quand tu es un leader, les autres se cartent pour te laisser aller devant. C'est inné. Le leadership, Yeah. ça peut aussi être développé. Ça peut être développé. Parce qu'il y a certaines personnes déjà à un très bas âge, très jeunes, tu le vois en train de prendre des initiatives, en train de prendre le devant. Et il y a certaines personnes très timides ou qui assez renfermées, mais avec le temps, il y a cette capacité de leadership qui se développe en eux. C'est même pour ça qu'on parle de leadership X ou Y. C'est juste une façon de dire le leadership actif ou agressif, où il y a même monsieur qui vient là, qui bat, qui crie. Et puis il y a le leadership Y qui est un peu plus calme, qui influence. On retrouve ça très souvent chez beaucoup de femmes aussi, qui influencent généralement dans le silence, dans le calme. C'est même pour ça qu'il y a le proverbe grec qui dit, dans certains cas, l'homme peut être la tête, mais la femme, c'est le cou. Parce qu'elle fait que l'homme regarde où elle veut qu'il regarde. C'est héréditaire, le leadership. Non, ça peut être héréditaire, donc ça peut commencer à un très bas âge, comme ça peut être On peut hériter ça, on peut avoir un parent qui a été un leader. Je donne un exemple qu'on nous a toujours présenté comme un leader ici en Afrique, c'est Nelson Mandela. Ouais. Un leader incontesté, incontestable. Mais forcément avec ses enfants, on voit qu'ils n'ont pas le même charisme. Donc c'est pas forcément... c'est-à-dire un père peut être leader, mais pas forcément des enfants. Exactement. L'analogie que j'aime, c'est l'analogie du boxeur. En fait, voilà comment ça se passe. On peut comparer deux familles. Il y a d'un côté une famille de boxeurs et de l'autre côté une famille de fermiers. Ce qui se passe, c'est quoi? Le boxeur, disons Mike Tyson, il a des enfants. Ces enfants seront prédisposés à être boxeurs. Mais s'ils ne pratiquent pas pendant des années, et que l'enfant du fermier pratique pendant des années et des années, à un certain niveau, celui qui a pratiqué va surpasser celui qui avait des prédispositions. C'est même pour ça qu'on dit que le talent est surpassé par la pratique, par l'exercice, par ceux qui s'exercent, quand celui qui est talentueux ne s'exerce pas. Le leader, on veut dire, on est dans une société quand même où il nous est pratiquement interdit de se mettre trop à l'avant, de se présenter comme ça, au risque d'être taxé de tous les noms, de tous les qualificatifs. C'est toujours pas évident. Ici, on nous demande plus d'être en retrait, d'attendre patiemment son temps et de ne pas trop faire le machiaviste, justement. Ouais. Est-ce que c'est pas, il n'y a pas incompatibilité entre notre culture, notre mentalité, notre façon de voir les choses et le leadership, par exemple? Ça, c'est une remarque très profonde, en fait. L'idée, c'est que c'est aussi ce qu'on appelle le conditionnement. Tu es dans un environnement où tu as l'impression que tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Mais il y a un exemple, une étude même, fantastique qui va en ce sens-là. Je crois, c'était à Harvard, si je ne me trompe pas. Ils faisaient des expériences sur des singes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 2 singes. Ils les ont mis dans une grande salle. Et au bout de la salle, il y avait des bananes bien jaunes et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Les singes, le premier singe, après avoir remarqué les bananes, l'idée c'était d'aller prendre la banane. Mais c'est que les laborantins ont fait, c'est qu'ils ont mis une forme d'électricité sur la banane. Donc quand le premier singe est allé pour prendre la banane, il a été électrocuté. Et il a fouillé. Le deuxième voulait aller chercher la banane. Le premier qui a été électrocuté l'a arrêté. Il a dit non, ne pars pas là-bas. Qu'est-ce qui se passe après? Après, on fait entrer un troisième singe. Les deux, alors que pendant ce moment-là, les laborantins avaient enlevé l'électricité, ils ont même ajouté des bananes. On fait entrer un troisième singe. Le singe, au lieu d'aller vers... Bon, quand il était sur le point d'aller vers les bananes, les 2 premiers, et c'est lui qui a été électrocuté et l'autre l'ont retenu. Ne pars pas là-bas. Et puis, on a fait entrer un 4e, un 5e, un 6e. On a enlevé même les 2 premiers. Celui qui a été électrocuté et celui qui avait vu l'autre être électrocuté au fait. Et la façon de faire était la même. On fait entrer le 5e singe. Il essaie d'aller chercher la banane. Les autres, même ceux qui en fait n'ont pas subi
l'électrocution. Retenez, c'est lui qui voulait partir sans savoir qu'on avait enlevé l'électricité. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vrai que ce n'est pas nécessairement encouragé. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que parce que c'était interdit il y a 20 ans passés, que c'est interdit maintenant. Mais on interdit également l'acculturation, tellement ça nous vient également de l'extérieur. Aujourd'hui, le leadership, je crois que c'est un terme anglo-saxon, ça vient des États-Unis ou je crois de l'Angleterre. Ça nous vient quand même de l'extérieur. Est-ce pas une acculturation? Est-ce que ça ne vient pas un peu bousculer nos us et coutumes ici et peut-être pas nécessairement dans le bon? Ben, le chef coutumier, c'est un leader. Ben, j'aimerais pas qu'on se perde dans la terminologie. Parce que moi, je suis convaincu que notre culture est aussi riche. Donc, certains principes, peut-être un peu plus ordonnés qu'on retrouve à l'extérieur, peuvent facilement être trouvés dans notre culture aussi. Donc, on peut parler, par exemple, de leadership traditionnel. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra juste changer le terme leadership et l'adapter à notre langue et autres pour qu'on dise que ça vient de chez nous. Mais on peut facilement changer ça et dire, par exemple, le leadership traditionnel, voir comment est-ce que les chefs coutumiers, managers prenaient l'avant, protégeaient même son peuple à un certain niveau pour parler du leadership. Mais je pense vraiment que on a aussi notre forme de leadership. Et moi, ma façon de voir, c'est développer ce qu'on a et ajouter ce qui peut nous être utile d'une part et d'autre. C'est comme un sportif qui n'apprend pas seulement une seule discipline, qui apprend aussi d'autres disciplines si ça peut le rendre plus fort. À côté de leadership, on parle également du coaching. C'est les termes similaires ou c'est deux concepts, des terminologies assez différentes? Bon, le leadership est tellement vaste qu'il y a certains leaders qui se préoccupent d'aller vers la vision sans pour autant emmener toute l'équipe. Alors que le coaching, ça peut aller d'une personne à une autre ou d'une personne à plusieurs. Mais l'idée très souvent, c'est aider la personne à monter, pas nécessairement atteindre le but, comme dans le leadership. Le leadership, c'est généralement, il y a une vision, il faut servir le grand nombre de personnes. The greater good, comme on dit. Alors que le coaching, c'est comment est-ce que je peux t'aider, comment est-ce que je peux te servir, comment est-ce que je peux t'aider à être plus forte, à atteindre tes objectifs, par exemple. Ça, c'est plus le coaching. Les deux peuvent se mêler à un certain niveau, mais le coach n'est pas nécessairement un leader. Parce que le coach peut être juste un ami, le coach peut être quelqu'un peut-être moins expérimenté que toi, mais ce qu'il est en train de faire, c'est que il établit un système. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais le système, c'est de la comptabilité. C'est un peu comme quelqu'un qui te rappelle que tu dois faire ça. Qui te motive? Pas nécessairement motiver. Moi, je ne suis pas trop pour motiver. Moi, je suis plus pour inspirer. Okay. Je suis plus pour inspirer parce qu'il y a un décalage. La motivation, ça vient et ça part. Alors que quand tu es... Qui te fait prendre conscience peut-être des capacités ou des potentialités que tu as et que tu peux... Oui, par exemple, comme tu as dit Mandela, c'est un exemple et juste sa vie nous inspire. Et moi, je pense même que on a besoin d'un peu plus de ce genre d'exemple. Parce que tu vois, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, la façon de fonctionner de notre cerveau, ça a besoin de références pour avancer. Par exemple, là, on marche, on avance. Ce qui se passe, c'est que en grandissant, on a vu des personnes marcher. Des personnes nous ont encouragés à marcher. C'est comme ça que l'enfant il vient, il marche. Imagine un peu si on était dans une société où tout le monde marchait avec les mains. On ne sait pas, peut-être que l'enfant allait marcher avec les mains. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut avoir des références. Par exemple, aux États-Unis, ils connaissent cette culture-là et ils poussent beaucoup les références. Il y a Steve Jobs, qui est pratiquement une référence partout. Il a commencé sa compagnie dans le garage. Il y a Oprah Winfrey, qui était une personne qui a été violée à l'âge de 9 ans, qui a eu son premier enfant à 14 ans et puis qui a perdu l'enfant, qui a vécu dans la misère. Mais après, à un moment donné, elle s'est ressaisie. Elle est devenue l'une des femmes les plus puissantes du monde. Elle a une grande chaîne de télé. Elle aide les jeunes filles. Ce sont des références. Là-bas, quand tu es un Américain ou que tu es une Américaine et qu'il y a un drame qui t'est arrivé, tu peux facilement dire, bon, il y a eu ce drame ici, mais telle personne a vécu plus ou moins ce que j'ai vécu, mais elle a su changer sa vie. Ce sont des références. Nous, très souvent, on n'a pas des références. Il n'y en a pas très souvent, il n'y en a pas. On a du mal même. Je crois, voilà pourquoi je reviens tout le temps. Je parle souvent de problèmes culturels
On n'aime pas trop mettre en avant des gens qu'on estime des gens qu'on suppose ou qu'on estime qu'ils ont pu impacter à un moment ou à un autre l'histoire de notre pays. C'est ça aussi le problème. Oui. Bon, des fois, il ne faudrait pas seulement qu'on s'attache aussi à une image du passé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font des analyses sur ça, mais moi je suis convaincu qu'il y a des améliorations, même si elles ne sont pas nécessairement palpables et directes, il y a des améliorations quelque part qui se font pour qu'on avance. Entre le leadership, le coaching, il y a ce qu'on appelle également le développement intégral. Ça fait partie du leadership également? Le développement personnel. Le développement intégral, déjà, il faut partir de cette base. Pour être un bon leader, il faut être capable de se conduire soi-même d'abord avant de chercher à conduire les autres. Comment est-ce que te conduis toi-même? Tu essaies de te gérer, tu essaies de gérer tes émotions, tu essaies de gérer tes pensées, tes paroles et tes actes. C'est-à-dire que tu ne dis pas seulement des bêtises, tu essaies de te contrôler, d'avoir une certaine manière par rapport à toi-même d'abord, même quand il n'y a pas de gens qui sont en train de te regarder. Une fois que tu es capable de te gérer ici, il faut le dire comme ça, toi-même, de te prendre en charge, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un problème, toi tu t'exploses de colère, ou tu ne sais plus te gérer. Si tu es incapable de te gérer, ça ne sert à rien de commencer à gérer ou à être le leader des autres. Et pour ça, le développement personnel aide beaucoup. Le développement personnel, aujourd'hui, c'est peut-être, ça prend de plus en plus de l'ampleur, mais je pense que c'est quelque chose qui date de très longtemps aussi. Bon, déjà, même dans notre culture, on parlait de la sagesse, il y a de la sagesse traditionnelle, par exemple, qui apportait beaucoup de conseils. Par exemple, des conseils comme si par exemple il n'y a pas d'ennemi dans ta tête, il y aura pas l'ennemi qui vient à l'extérieur n'aura pas beaucoup de force ou d'effet sur toi. Il y a toujours des conseils comme ça, ici et là, qu'on peut trouver même dans les cultures très anciennes. Mais aujourd'hui, le développement personnel prend de plus en plus d'ampleur. Et je pense même que au Congo, c'est d'une très grande utilité parce que l'homme doit être placé au centre de la société encore. Tout le monde le dit, mais personne n'arrive vraiment à nous montrer la voie, comment faire de cet homme, comment placer cet homme au cœur de la société. C'est une sorte de slogan qu'on dit comme ça, l'homme doit être au cœur de l'action, au cœur de la société, mais au fond, il ne l'est pas. Bon, il ne l'est peut-être pas autant qu'il devrait. Chez nous, à l'Académie des experts, on dit que, par rapport au Congo, on dit que on a trop mis en exergue les diamants, l'or, le cuivre, tous ces minéraux. Et on a oublié le facteur principal, la plus grande richesse du Congo, c'est les hommes et les femmes. Parce que ces gens-là, les hommes et les femmes, c'est les personnes qui vont pratiquement porter, qui le font déjà, mais peut-être seulement une petite dose. Ce sont les personnes qui vont représenter le pays à l'extérieur, ce sont les personnes qui vont apporter le changement, ce sont les personnes qui vont éduquer les enfants, les professeurs. Moi, je travaille beaucoup avec les professeurs et ce sont des gens que je respecte beaucoup. Qui ne sont pas forcément visibles et pourtant ce sont des personnes qui font un travail énorme. Oui, oui, exactement. Et c'est pratiquement ça. On doit revaloriser la personne. La personne, la rééduquer. C'est même ce qu'on est en train d'apporter. Avec, vous avez dit qu'on allait parler du défi. Oui, tout de suite, tout à l'heure déjà, on parle de ça parce qu'on a pris, quand même, c'était pour faire comprendre aux gens, il y a toujours ce concept-là. Aujourd'hui, ce sont des concepts en vogue quand même. Ouais. Leadership, coaching, maintenant, chacun il va un peu avec sa propre définition. Certains arrivent à associer ça avec l'entrepreneuriat. Voilà, il y en a tellement ces genres de concepts et qui intéressent quand même une bonne partie des jeunes qui sont devenus un peu friands de tout ce concept. On espère que ça apportera beaucoup de choses, notamment parce que la RDC en a besoin. Mais reparlons de ce concept que vous venez, de tout nouveau concept, défi de 9 jours. Qu'est-ce? Ok, déjà, il y a quelque chose d'intéressant. Une fois encore, la majorité de nos concepts, on étudie même la biologie pour voir
comment est-ce que ça marche, et puis on essaie d'intégrer ça. Juste une petite parenthèse dans le leadership avant de rentrer dans le défi de 99 jours. Même quand tu vois dans le monde biologique ou dans le monde animal, ce qui se passe, c'est que quand il y a par exemple la nourriture, on laisse le leader manger d'abord. Mais maintenant, quand le leader se met à manger tout et à ne rien laisser aux autres, les autres se mettent à parler, à se rébeller contre les leaders. Tu vois, il doit toujours y avoir cette balance entre les leaders et les autres. Ils doivent prendre le devant, prendre leur part et en retour protéger ceux qui sont derrière, ceux qui les suivent. C'est généralement comme ça que ça marche. Ça a été la petite pause. Voilà, défi de nos 9 jours. Oui, par rapport au défi de nos 9 jours, c'est comme je l'appelle. Et je suis convaincu que c'est le cas parce que j'étais en France, j'étais en Suisse. Je pense que c'est le meilleur programme d'atteinte d'objectifs dans la francophonie. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu ce qui se fait. J'étais parti en France pour voir le marché, pour voir ce qui se passe là-bas et en Suisse. Et je pense que le défi de 99 jours, c'est le meilleur programme d'atteinte d'objectifs dans la francophonie. En fait, ce qui se passe, c'est pour créer ou développer le défi de 99 jours, j'ai rencontré 37 millionnaires, pratiquement ceux qui sont en termes de formation, pratiquement au sommet du monde, si je peux me permettre de le dire ainsi. Parce que ce sont des personnes qui, non seulement ont beaucoup d'expérience, comme on en parlait, j'ai rencontré par exemple un monsieur qui s'appelle John DiMartini, qui a écrit plus de 100 livres, qui est pratiquement considéré comme un génie. Et il n'y a pas seulement cela, j'ai même rencontré des personnes qui apparemment venaient du plus bas. Il y a par exemple un monsieur qui s'appelle Les Brown. Ce monsieur, c'est un jumeau, il a été abandonné par ses parents parce que sa mère les a eus quand elle était très jeune. Elle a été adoptée par une femme de chambre et ils étaient évidemment jumeaux. On l'appelait le jumeau bête de Dom Tony. Il était pratiquement le jumeau bête. Mais il est allé de ça au niveau où on le payait jusqu'à 450 000 $ pour un discours d'1 heure. En parlant avec lui, je lui ai posé la question de savoir, mais comment est-ce que tu as fait pour partir de ça là, parce qu'il a même triplé des classes à un certain niveau. Mais comment est-ce que tu es parti de ce niveau-là à ce niveau ici où tu es maintenant? Il m'a dit, de grâce, c'est simple, voilà ce que j'ai fait. Je me suis fixé un objectif tellement grand, tellement haut, tellement élevé, que pour atteindre cet objectif-là, il fallait que je devienne meilleur, il fallait que je devienne une meilleure personne. Et je regardais cet objectif-là, chaque jour je me débattais. C'était comme un rêve pour lui. Chaque jour je me débattais pour m'améliorer, pour m'efforcer, pour devenir meilleur. Et il a donné quelques stratégies, par exemple, une stratégie simple, aussi simple. C'est savoir ce qu'on veut déjà et commencer à faire, à poser une action, peut-être 3 actions concrètes chaque jour vers cet objectif-là. Ce qui se passe, c'est quoi? La majorité des personnes, ils vivent en mode automatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai ça à faire, paf. Et demain, j'ai ça à faire. Jour le jour, en fait. Exactement, c'est ça. Et les gens passent plus de temps à préparer leur mariage qu'à préparer leur vie. Tu poses la question, tu poses à une personne, combien de temps t'avais pour préparer ton mariage? Il te dit 1 année ou 6 mois. Est-ce que tu as déjà préparé ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ta vie sera comment? Aucune idée. Il n'y a aucune idée. Mais la vérité, c'est que les personnes efficaces, les personnes qui ont des résultats, font des plans. Par exemple, là maintenant, on est à Kinshasa. Je sais pas, moi je suis pas politique, je suis pas dans la politique, je suis plutôt dans l'éducation. Je sais pas c'est quoi les plans qu'on a, mais je veux vous assurer que dans beaucoup de pays, notamment les États-Unis, ils ont peut-être des plans pour les 100 prochaines années, pour les 300 prochaines années. Et quand tu es en train de dealer avec quelqu'un comme ça, qui a des plans pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça devient compliqué. Si toi tu vois seulement le jour, si tu vis seulement pour l'instant. Donc ça c'est même par rapport aux résultats en venant. J'avais pris Air France et juste sur leur écran là, ils disaient dans leur but pour les 15 prochaines années, c'est d'être la première compagnie d'aviation, je crois, en Europe, quelque chose comme ça. Il faut qu'on ait des objectifs. En principe, ça, ce sont des, comme on dit, skills, ce sont des talents qui doivent même être
appris aux étudiants, aux élèves. Aux élèves. C'est les vasages, au fait, savoir déjà. Exactement. Mais on le fait, peut-être sans le savoir qu'on pose, peut-être. Hein, parce que j'aimerais assez que les téléspectateurs également comprennent. Quand on pose peut-être à l'enfant la question que veux-tu devenir quand tu seras grand, c'est un peu ça aussi, mais forcément, il n'y a pas un suivi après. Pas seulement suivi, est-ce que c'est écrit? Yeah. On a environ entre 60, c'est démontré scientifiquement, on a environ 60 000 et 70 000 pensées chaque jour. Et ce qui se passe, c'est que quand tu as une pensée et que tu ne l'écris pas, ça s'envole. Peut-être que tu vas y penser encore après 10 ans. Et c'est même ça le drame. Même dans le drame, c'est que c'est le même principe pour les personnes qui marchent pour les compagnies. Parce que les compagnies, la réalité, c'est que c'est centré, c'est basé, ça se repose sur des personnes. Et c'est la même chose pour le pays. Le pays est conduit par des personnes. Quand la personne s'améliore, dans un autre terme, pour avoir un meilleur politicien, il faut avoir une meilleure personne. Pour avoir un meilleur docteur, il faut avoir une meilleure personne. Pour avoir un meilleur professeur, il faut avoir une meilleure personne. C'est à ce niveau-là que le développement personnel. Et c'est tous ces principes que nous retrouvons dans le défi de 99 jours. Dites-moi, c'est après 99 jours qu'on a les résultats. Il y a combien de principes comme ça dans ce concept, dans ce programme? Il y a pratiquement 99 principes à respecter chaque jour. Bon, c'est pas comme on dit des kilas ou ça, c'est pas ça. Oui, c'est des conseils pratiques. C'est en fait ça, des conseils pratiques pour être plus efficace, plus efficient, pour développer l'excellence et pour être plus performant par rapport à ce que tu fais. Peu importe que ce soit que tu sois un employé dans une compagnie, que tu sois entrepreneur ou autre, ça t'aide à être plus efficace. Ça établit aussi ce système de suivi dont on a parlé. Parce que chaque jour, tu as un email, c'est automatisé. Chaque jour, tu as un email et il y a un plan d'action. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement aujourd'hui pour atteindre tes objectifs? Tu as tes objectifs à toi, nous on ne contrôle pas ça. Okay. On t'aide juste à avancer et à atteindre tes objectifs. Et ce qui est évident, c'est qu'on est en train de se rapprocher de la fin de l'année. À partir du 23 septembre, il va rester exactement 100 jours. Les personnes les plus efficaces ne commencent pas seulement l'année efficacement, ils le terminent fortement. Donc c'est pas seulement tu commences janvier, février avec une pression et puis après ça commence à baisser. Les personnes efficaces commencent efficacement et terminent l'année avec force. Donc c'est même pour ça qu'il y a déjà le défi de 99 jours disponible partout. Il y a des gens même qui s'inscrivent à partir de la Côte d'Ivoire et autres. Mais on s'était dit qu'on commence par la maison qui est la RDC. Alors on commence par la maison. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Comment on fait pour faire partie? Est-ce que c'est toujours dans le cadre de l'Académie des experts en tout cas? Oui, c'est un programme mis en place par l'Académie des experts. Mais la différence c'est que l'Académie des experts, c'est l'institution où venons donner des formations sur place et en entreprise. Mais le défi de 99 jours, c'est un programme basé sur Internet. Donc, vous venez, vous allez sur le défi de 99jours.com. Il y a des plans. Vous choisissez votre plan et chaque jour, à partir du jour où vous avez payé ou du lendemain, chaque jour vous recevez un email avec, quand vous cliquez sur cet email, ça vous emmène directement sur le site, ça vous donne des formations. Ces formations elles sont extraordinaires, vraiment. Je pense et on les a testées. Je suis très critique. Et avec toute l'équipe, on a travaillé durement pour que ces formations-là soient et à un niveau déjà très élevé en termes de qualité et puissent être capables de conduire à des résultats concrets. Donc, pendant 99 jours, chaque jour, il y a un email qui entre et quand tu cliques sur l'email, il y a la formation qui commence et après la formation, juste en bas, il y a un plan d'action. Donc, les actions concrètes que tu vas prendre par rapport à cette journée. Est-ce qu'il y a une deadline, une date limite par rapport aux inscriptions ou tout le monde, je sais que, comme je l'avais dit, d'ici le 23 septembre, il nous reste 100 jours d'ici la fin de l'année pour nous permettre de terminer fortement l'année. Est-ce que, voilà, il faut s'inscrire avant le 23 septembre pour être à point ou ça peut aller au-delà du 23 septembre pour que vous puissiez atteindre vos 99 jours après? Maintenant, pour le moment, c'est ouvert jusqu'au 23 septembre pour permettre aux gens de terminer l'année fortement.
Après le 23 septembre, le défi sera fermé. On va se concentrer sur ceux qui se sont inscrits. Et puis, on pourra réouvrir plus tard. Mais au cas où il y a, par exemple, un groupe de personnes, une entreprise ou une entité morale qui veut qu'on réouvre, on peut, mais c'est généralement compliqué parce que l'IA, c'est toujours de fermer à l'heure, donc le 23 septembre, et réouvrir sûrement l'année prochaine. Est-ce que vous sentez l'engouement? C'est vrai qu'aujourd'hui, je parlais, il y a quand même de plus en plus des Congolais qui s'intéressent au leadership, au développement personnel. Est-ce que vous sentez quand même cet intérêt ou c'est juste l'apparence comme ça qu'on voit? Mais est-ce qu'il y a cet intérêt-là, cette envie des Congolais de changer? Oui, oui, je pense qu'il y a un envie pressant en fait. Pourquoi je dis ça? Je suis ici depuis environ une semaine et demie et il y a environ 2000 personnes, si je ne me trompe pas, qui ont essayé déjà de me contacter sur WhatsApp. Parce que j'avais juste mis mon numéro de téléphone sur Facebook. Il y a environ près de 2000 personnes en tout cas qui écrivent chaque jour pour poser des questions. Et comme on a des formations, des fois aussi audio, on envoie et ça avance dans ce sens-là. Mais le grand rendez-vous maintenant, c'est même avec toutes ces personnes qui nous ont contactés, c'est pour le 17 de ce mois au Béatrice Hotel. Donc on va les rassembler, leur exposer à... Il y aura un enseignement, il y aura... Qu'est-ce qui va se passer le 17? Ce qui va se passer, c'est que il y aura une formation, mais une fois encore, le style sera différent. Parce que, vous voyez, jusque-là, dans nos formations, ce qu'on fait, c'est que on a comme cible que le cerveau ou l'intellect. C'est par rapport à ça qu'on forme. Alors que même la connaissance n'est pas seulement logique. Ou quand ça, l'intelligence, elle n'est pas seulement logique. Il y a l'intelligence interpersonnelle, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a tout plein de ça. Mais notre système, maintenant, ou depuis des années, on se concentre seulement sur l'intelligence rationnelle. D'où même quand quelqu'un a d'autres talents, mais la classe, il n'est pas si brillant, on l'écarte un peu. Au lieu de savoir qu'est-ce qu'il a et comment est-ce qu'on peut utiliser cela. Donc, dans la conférence, on va essayer de créer un environnement où il n'y aura pas seulement le côté intellect, mais il y aura aussi le côté émotionnel et le côté interpersonnel. Donc c'est ouvert à tout le monde, il ne suffit pas d'être intellectuel ou technocrate pour faire partie, ou n'importe qui peut venir, ou c'est sélectif? Je dirais c'est ouvert parce qu'on veut vraiment aider, mais il y a ce qu'on appelle une barrière d'entrée. La barrière d'entrée, c'est quoi? On aimerait que ceux qui sont le plus motivés ou ceux qui ont le plus de volonté assistent premièrement. Donc, c'est comme ça qu'il y a un certain frais à payer. Pour ceux qui ne nous ont pas contactés, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp, le prix d'entrée, il faut payer 100 $ pour y accéder. Et pour les autres, il y a un prix réduit, mais il faudra entrer en contact avec la réception et autres pour en parler. Alors, le rendez-vous est déjà pris pour ce 17 septembre à Béatrice Hotel. Déocrace Ntsaman, merci d'avoir été de notre ce soir. Autre rendez-vous, c'est déjà pour le 23 septembre. Courez vite pour vous inscrire dans le défi de 99, dans le programme défi de 99 jours. Je crois que je ferai partie quand même des gens qui vont s'inscrire. Ouais, j'en ferai partie. Je veux m'inscrire, voir ce que ça donne au bout de 99 jours. J'espère que je terminerai l'année de manière assez performante, fortement avec vous, chers téléspectateurs. Une toute dernière question. Un exemple d'un bon leader congolais pour vous, c'est qui? Un exemple Pas un prototype? Un nom? Oui, je dirais le professeur Ntsaman. Parce que c'est papa? Non, parce que simplement, c'est l'une des personnes qui m'a inspiré. On a parlé des références, il faut avoir des références. Une des personnes les plus travailleuses, parce que je l'ai vu quand il a commencé très bas, et je l'ai vu construire et monter. Et quand tu es avec moi, des fois, il y a des personnes qui sont pratiquement effrayées par mon éthique et ma façon de travailler. Et moi, je suis content d'avoir reçu, d'avoir appris par l'exemple du professeur Ntsaman. Ntsaman qui est à la fois papa et qui a été apparemment un bon leader, pour vous un bon coach? Bon, ça, on peut le voir au niveau déjà national par ses résultats, parce que les résultats ne montent pas. En tout cas, merci d'avoir été de notre ce soir. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et d'avoir parlé avec nous de votre nouveau concept défi de 99 jours, chers téléspectateurs. Je vous remercie également d'avoir été de notre
dans le cadre de cette émission. On se dit au revoir, vous nous appelez, vos suggestions, un numéro de téléphone où on peut vous joindre rapidement. Oui, bien sûr, ça sera le 097 19 19 243. Je peux placer un mot de la fin? Très rapidement. Le mot de la fin, c'est celui-ci. Au Congo, on a environ 52 ans de vie en moyenne. Si tu as passé 26 ans, tu as déjà consommé la moitié. L'idée, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Voilà, c'est par cette question qu'on va boucler complètement cette émission. Appelez-nous pour vos remarques, vos suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.